à la présentation suivante qui va être donnée par Jean-Michel Le Cerf. Il est chef de service de nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Salut Jean-Michel. Bonjour Frédéric. Un fidèle de notre DIU, un homme qui a beaucoup travaillé en recherche, en développement sur la nutrition, l'alimentation, et qui, grâce à son âge, on va dire, Jean-Michel a le recul qui permet de nous donner, non mais bon, c'est pas, hein, nous permet d'avoir un recul sur ce que c'est que manger, et je profite à nouveau pour remercier son investissement dans notre DIU, et tout comme Luc Marlier tout à l'heure, est un des cours les plus plébiscités de notre DU dans son approche humaniste et de recul qu'il a. Donc merci Jean-Michel d'avoir accepté de relever le défi de nous expliquer ce que c'est que manger. Merci beaucoup Frédéric. Je suis en train d'installer le PowerPoint. Vous le voyez, c'est bon? Ça va, vous le voyez? Oui, parfait. On va voir si on passe. OK, très bien. Merci beaucoup Frédéric de ton invitation. Merci également au topo de François Feuillet. En fait, on va être très, très différents, mais très, très semblables. Très différents parce que François a fait un remarquable topo extrêmement illustré. Moi, j'ai fait un topo qui est peut-être moins remarquable et moins illustré, mais on est vraiment, vraiment sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses. Moi, j'ai bien aimé que vous me posiez cette question, qu'est-ce que manger? Parce que, comme disait Frédéric, quand on consacre sa vie ou une partie, en tout cas, de ses activités à une discipline, on prend un petit peu de recul et on se rend compte à quel point les choses sont beaucoup plus complexes, plus profondes. Et l'acte alimentaire est vraiment un exemple qui va nous inspirer. Il y aura sans doute beaucoup de points communs, mais aussi l'occasion donc d'échanger entre nous. Alors, bien sûr, un acte banal mais vital. Banal parce qu'on le fait sans le réaliser, sans y penser, sans en prendre conscience. On n'est pas à chaque instant à se poser des questions quand on mange, et Dieu merci, l'automatisme est quelque chose d'assez rassurant. Et pour autant, bien qu'il soit banal, parce qu'il est partagé par tout le monde, on est tous des mangeurs, 100% des Français sont des alimentationnistes, si je puis dire, c'est-à-dire des gens qui sont des mangeurs et qui ont quelque chose à dire sur l'alimentation. On partage tous cela, et pourtant, on est aussi différents pour cet acte qui nous réunit parce qu'il est d'abord vital. Première notion à rappeler, c'est que quand on ne mange pas, on meurt. Bien sûr, tout le monde le sait. C'est un inconscient collectif qui explique peut-être que pour vous, pédiatres, pour une part d'entre vous, bien manger, c'est faire honneur. Un enfant bien portant, c'est une mère, c'est une bonne mère. Et donc, il est toujours important de donner, au moins à l'extérieur, l'idée qu'on n'est pas en danger parce qu'on serait mal nourri, insuffisamment nourri. Donc, un acte vital et pour autant tout à fait banal. Un acte simple mais complexe, simple parce que il se fait tout seul, comme je le disais il y a un instant, ce qui ne veut pas dire qu'il y a derrière cela une boîte noire, hein, la boîte noire de la régulation de nos apports alimentaires qui est assez extraordinaire, puisque sans calculer ce que l'on mange, sans manger tous les jours la même chose, nous gardons globalement une alimentation qui correspond à nos besoins, nous gardons un poids stable, ça veut dire qu'il y a vraiment une régulation. La complexité, elle n'est pas qu'au niveau de la régulation, elle est au niveau aussi de ce que signifie l'acte alimentaire. François Feuillet l'a indiqué tout à l'heure. Il y a ce fameux principe d'incorporation que je n'aurai pas le temps de développer, mais que chacun d'entre nous perçoit, puisque nous sommes ce que nous mangeons. C'est un adage tout à fait classique. Nous devenons ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons nous transforme, il nous l'a dit François tout à l'heure. Ce que nous mangeons devient nous. Et d'ailleurs, pour les nutritionnistes spécialistes, quand nous faisons des études sur les acides gras pour savoir ce que les gens mangent, on ne les interroge plus. On va regarder la composition d'acides gras de leur tissu. Ça les reflète beaucoup mieux les apports. Quand on veut connaître le statut en vitamines, on va doser les vitamines plutôt que de voir ce que les gens mangent.
Donc voilà, le principe d'incorporation est scientifique, mais il est aussi très fortement symbolique, c'est-à-dire que l'aliment que l'on ingère va conduire à ce que nous devions différents. Je donne souvent cet exemple des lutteurs et des sportifs au temps des Romains, où chez les coureurs, on donnait de la gazelle, chez les sauteurs du lièvre, et chez les lutteurs, on donnait du buffle, parce que on allait acquérir les caractéristiques de l'animal qu'on avait mangé. Et c'est quelque chose qui persiste de façon très très forte. Hein. Manger la viande rouge, c'est la force, c'est du sang. Manger des légumes, c'est quand même quelque chose d'assez faible. Il y a beaucoup d'autres symboles qui sont là, mais qui évoluent avec le temps. En tout cas, le principe d'incorporation est un principe absolument fondamental chez l'homme. Le maximum du principe d'incorporation, c'est celui de l'anthropophagie, hein, ou du cannibalisme, où on mange l'ennemi pour le faire disparaître ou l'ancêtre pour le préserver. C'est aussi un but, le fait de manger, c'est un but de l'ensemble de nos civilisations, c'est-à-dire que les activités humaines se sont orientées depuis fort longtemps vers fournir à chacun de quoi manger suffisamment, et donc chasser, élever, cultiver, transformer. Comme je le dirais tout à l'heure à la fin, l'homme est un mangeur intelligent et il s'est efforcé de ne pas manger les aliments bruts, ce qui est une des choses qui distingue des animaux, s'il en était une seule. Il y en a bien d'autres. Et puis, le fait de chercher à produire la nourriture, non seulement à créer un génie formidable depuis les transformations industrielles jusqu'à la cuisine, mais aussi à contribuer très fortement à ce qu'il y ait une sociabilisation. On parlera d'humanisation à travers l'alimentation, parce que quand on tue un animal, eh bien, il va falloir se mettre ensemble pour le tuer, et donc une action sociale de groupe. Quand il est tué, il va falloir le partager, il va falloir conserver, et tout ceci va conduire à l'humanisation de nos groupes sociaux, sans compter le fait que manger des protéines va conduire à notre hominisation, ce qui est autre chose. En tout cas, c'est quelque chose vers lequel une très grande partie des activités humaines sont orientées. Il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi tous les transformateurs. C'est aussi un fait social, c'est-à-dire que l'alimentation nous caractérise en tant que groupe social, en tant que groupe religieux, en tant que groupe humain, quel qu'il soit. On ne mange pas la même chose quand on est jeune, et quand on est jeune, ça dépend de la génération à laquelle on appartient, et ainsi de suite. Et donc, François Feuillet l'a aussi très bien montré, le fait social alimentaire est un fait qui nous permet de nous distinguer. Nous avons besoin de nous distinguer. On peut se distinguer par les vêtements, par l'habitat, par, on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait aussi le moine. Et l'alimentation caractérise un groupe social, et on a besoin de se rattacher à un groupe social. Alors, vous parliez des fricadelles. Moi, je suis du Nord, je suis un vrai ch'ti, donc le fricadelle, tout le monde cherche qu'à dedans, personne ne le dit. Alors bon, ça, c'est le petit couplet de ch'ti à propos des fricadelles. Vous connaissez cette répartie de Danny Boone dans Bienvenue chez les ch'tis. Donc, un fait social très, très important qui peut parfois être discriminant. À propos du Nord, justement, on critique souvent les gens du Nord en disant ils mangent mal. Les gens du Nord aiment manger des frites et des fricadelles. Et je pense que si il faut intégrer cette notion-là dans notre approche. Et puis dans notre approche médicale, tout simplement, parce qu'on ne peut pas faire fi de ce que ça représente. Manger est aussi une culture, bien entendu, on se rapproche de la même chose. C'est une culture parce que ça englobe en fait toute une histoire des aliments, une histoire de l'alimentation, une histoire du terroir, une histoire de la cuisine. C'est quelque chose qui est non détachable de la société, mais de la culture aussi à laquelle on appartient, et en quelque sorte en héritage. Et c'est très important, on ne va pas démolir cette culture d'un trait, comme si on disait aux gens, mangez ce que je vous dis parce que c'est bon pour vous. Ça, c'est strictement impossible. Bien sûr, en tant que médecin, nous avons à donner des conseils, mais on ne peut pas barrer
supprimer la dimension culturelle et la remplacer par une absence de culture alimentaire. À propos de la culture alimentaire, par exemple, la viande in vitro, c'est de l'anticulture alimentaire, les viandes cultivées, vous savez que c'est quelque chose qui va arriver. C'est aussi bien sûr un héritage de ce que nos parents nous ont transmis, nous ont appris à aimer, parce que pour manger, il faut aimer les personnes qui nous donnent à manger, qui elles-mêmes nous aiment, mais il faut aussi aimer les aliments. Et donc ça, c'est quelque chose qui est reçu. Et avant de prendre, quand on mange, on reçoit ce qui nous est donné. Et c'est peut-être un petit peu le paradoxe de la DME dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est l'enfant qui va prendre, alors que normalement, il doit recevoir. Donc, il y a peut-être là quelque chose à interroger. C'est une transmission, et on sait aujourd'hui que la perte de transmission de l'acte culinaire, par exemple, pose des problèmes. On voit des mamans qui ne savent pas cuisiner. Moi, je me rappelle des mamans qui me disaient « Docteur, vous dites qu'il faut manger de la soupe, mais comment on fait la soupe ?» Et je leur ai expliqué, grâce à mes 11 ans d'études, comme vous, qu'il fallait prendre des poireaux. Et elle m'a répondu « Oui, mais les poireaux, c'est sale. » Voilà, donc il y a une transmission qui est extrêmement importante de génération en génération, et parfois, on saute la mère pour passer de la grand-mère à la fille. C'est aussi un apprentissage parce que finalement, ce n'est pas si simple quand on est omnivore d'accepter de manger des aliments que l'on ne connaît pas. Hein. Vous savez, ce principe de néophobie alimentaire qui est si important chez l'enfant et qui peut perdurer chez l'adulte pendant très longtemps. Eh bien, pour passer le cap de la néophobie alimentaire, il faut apprendre, il faut découvrir, il faut tester, il faut goûter. Et il faut y aller par petites touches, par petits pas, en faisant comprendre à l'enfant que c'est normal qu'il n'aime pas encore, mais que s'il goûte de façon successive, il va finir par aimer. Et donc, il y a une école de l'alimentation, une école qui se joue à la maison avant tout. Manger, c'est aussi un acte qui nous relie, c'est un acte de relation au monde, parce que d'où vient cet aliment, que mangent les autres, qui nous relie aux autres, puisqu'il a été produit par d'autres personnes, et puis parce qu'on le partage avec d'autres personnes, qui nous relie aussi aux aliments. Et une des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une perte des repères, parce qu'il y a une perte de la connaissance des aliments, comment ça pousse. Vous connaissez la fameuse histoire « Dessine-moi un poisson » et l'enfant qui dessine un carré. Mais beaucoup d'enfants ignorent où, comment poussent des tomates, des potirons, des ananas et des haricots verts. Et donc, voilà, cuisiner, jardiner sont des éléments qui nous semblent importants dans l'éducation alimentaire. Et puis aussi qui nous relient à notre corps, puisque le corps est celui qui va être le bénéficiaire, en quelque sorte, de cet acte alimentaire. Hein, prendre soin de son âme, soigne ton âme pour que ton corps s'y plaise, disait saint François de Sales, mais aussi on peut dire soigne ton corps pour que ton esprit aille bien. Ça a été aussi transmis tout à l'heure par François. Donc, qui nous relie à notre corps, qui nous prend conscience qu'on a une machine merveilleuse qu'il faut entretenir. Et ça, c'est une dimension qui est belle, qui est positive et qui est bonne. Parmi les dimensions belles, bien sûr, il y a le partage, et nous sommes tous Français très attachés à cette dimension du repas partagé, du repas pris en commun, du repas festif, mais pas que festif, du repas quotidien, familial, amical, où on va faire non seulement manger, mais on va partager aussi beaucoup d'autres choses, du plaisir, des idées, de la conversation, et un moment ensemble. Et cette convivialité est un fait absolument essentiel, qui malheureusement est mise à mal parce qu'on a appelé, François Feuillet en a parlé tout à l'heure, les alimentations particulières. Tu viens manger à la maison, ah oui, mais je viendrai avec mon petit tupperware parce que tu comprends, moi, je ne mange plus de ceci, de cela, etc. Et donc, bien sûr, il faut accepter les différences, hein, il ne s'agit pas de critiquer ou de condamner, mais le partage alimentaire est mis à mal par cet individualisme alimentaire. Une louange, alors c'est un terme qui est peu courant dans notre discours médical. Louange veut dire louer, louer veut dire remercier, remercier. Et donc, le terme qui revient un petit peu à la mode, c'est, on parle
il y a un terme qui est maintenant très courant, bienveillance, mais ici je parle à propos de remercier, de gratitude. Cet aliment qui parvient sur ma table, qui a été préparé par une personne qui a pris soin de moi, que ce soit un cuisinier, un restaurateur, mon conjoint, ma mère, ma grand-mère, mon ami, eh bien voilà, il y a prendre conscience qu'il a été préparé avec soin et avec amour, et que j'ai la chance de pouvoir manger, ce qui n'a pas toujours été le cas et qui n'est pas toujours le cas partout ailleurs. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure par François, je vous disais qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde sur toutes ces questions-là. Manger, c'est aussi une expérience, c'est-à-dire que apprendre à manger des aliments que je ne connais pas, c'est un saut de parachute, c'est sauter dans le vide. Il va falloir que je le teste parce que on découvre en marchant, hein, on apprend à marcher en marchant. L'équilibre, comme disait Einstein, c'est comme une bicyclette, hein, il n'y a que quand on avance qu'on le garde. Si on s'arrête, eh bien, on perd l'équilibre. Sur un vélo, on le sait très bien. Eh bien, pour l'alimentation, c'est pareil. L'expérience, c'est petit à petit découvrir un aliment qu'on ne connaissait pas, apprécier un aliment qu'on ignorait, augmenter notre diversité alimentaire, parce que bon, je ne parlerai pas beaucoup de nutrition, mais le principe le plus important en nutrition, de loin, c'est la variété, hein, bien sûr avec la modération, qui est le deuxième principe alimentaire, je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus, mais la variété, c'est vraiment formidable. Et pour arriver à la variété, il faut intégrer toute une série d'aliments nouveaux et y trouver du plaisir. Et donc, on pourrait dire aussi que manger, c'est une aventure, une découverte de saveurs, de cuisine diverses et variées. C'est une ouverture au monde aussi, hein. Et celui qui ne mange que des frites et des fricadelles, c'est un peu dommage. Mais bon, il y a des gens qui ne voyagent pas. Vous savez qu'on est frappé dans notre région du Nord, mais il y a d'autres régions de France où c'est la même chose, où les gens vous disent, vous savez, moi, je ne suis jamais à la mer, hein. Les gens voyagent peu. Et donc, enfin, certaines personnes. Et donc, cette aventure alimentaire à travers la découverte d'autres cuisines, heureusement, on a quand même un exotisme qui arrive chez nous et qui nous ouvre au monde et aux autres cultures. C'est un point qui est toujours intéressant. Et puis, j'aime bien, c'est un des thèmes d'un des livres de Jacques Attali, même si je ne partage pas toutes ses idées sur beaucoup de points. J'ai beaucoup apprécié ce livre où il parle de manger une conversation, parce que manger permet la conversation, hein. Manger, c'est parler aux autres, disait Bria Savarin. Et donc, manger permet la conversation. Si on ne mange pas ensemble, on ne se parle plus. Ça me fait penser au livre de Jean-Claude Kaufmann, hein, Casserole, crise et amour, qui raconte que quand le repas disparaît, la famille disparaît, et quand la famille disparaît, le repas disparaît, parce que c'est à l'occasion du repas qu'on va échanger en famille, entre amis ou dans diverses situations. On ne dit pas aux gens, viens à la maison, on va parler. On dit, viens aux gens, viens à la maison, on va manger et on parlera. Et on parlera. C'est aussi donc une pause, un temps, et les Français sont très attachés à ce qu'il y ait ce temps de repas. Il arrive assez souvent pour nous, les uns les autres, pour moi en tout cas, si je mange sur le pouce un sandwich, je rentre le soir et je dis à mon épouse, écoute, ce midi, je n'ai pas mangé. Tu n'as pas mangé? Je dis, non, je n'ai pas mangé, j'ai pris un sandwich, je n'ai pas mangé. Hein, donc, je l'ai pris en mangeant, je n'ai pas mangé, je n'ai pas vraiment mangé. Donc, ce temps de pause dans les entreprises est extrêmement important. Et en France, je vois à l'Institut Pasteur de Lille où je travaille, le temps du repas est un temps qui est préservé. Aux États-Unis, et avec malheureusement le confinement et le télétravail, nous sommes confrontés à des temps de repas qui disparaissent au profit de la qualité de vie, au profit du travail, au détriment du partage et de la pause nécessaire pour notre organisme et pour le partage en commun. Alors, je l'ai mis assez loin, hein, sur la 16e diapositive de mon PowerPoint, le plaisir. J'aurais pu le mettre en premier. Je suis en train de finir un livre qui s'appellera La joie de manger et qui mettra le plaisir au premier plan, parce que le plaisir est sans doute le moteur et le régulateur de notre prise alimentaire. Si le plaisir disparaît, eh bien, finalement, pourquoi manger? On voit le problème de nos anorexiques
qui veulent que leur esprit, leur intelligence domine sur leur plaisir, écrase leur plaisir. On voit les personnes dépressives qui n'ont plus de plaisir à manger parce qu'elles n'ont plus de plaisir à vivre. Et donc, le plaisir est un moteur, hein, et c'est celui qui nous pousse à manger par plaisir pour faire disparaître un déplaisir qui est la faim et qui disparaît quand un nouveau déplaisir apparaîtrait, c'est-à-dire au-delà du rassasiement. En tout cas, le plaisir est absolument fondamental. J'ai bien aimé l'enquête que François a menée tout à l'heure, qui montre bien que nous en restons conscients, heureusement. C'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pas en plus, c'est dedans, c'est dans l'acte alimentaire. Et malheureusement, certains nutritionnistes un petit peu austères et uniquement sanitaires nous ont fait croire que le plaisir était en nota bene, hein, voilà, comme si c'était facultatif. Le plaisir n'est pas facultatif, hein, c'est comme si on vendait une voiture avec 3 roues, avec la 4e roue en option. Non, c'est 4 roues, hein, donc, et un volant. Et donc le plaisir, c'est la 4e roue, et c'est aussi le volant. C'est aussi des souvenirs, hein, quand on mange, on se rappelle des moments. Vous connaissez bien sûr la Madeleine de Proust, et chacun a sa Madeleine. Moi, j'aime bien quand je fais des topos, je demande aux gens quel est votre plat préféré. C'est extraordinaire ce qui ressort de ce que les gens disent, mon plat préféré. Ah, c'est presque toujours celui que j'ai pris, que ma grand-mère me faisait, me préparait. C'est très touchant de voir à quel point les souvenirs remontent, les bons souvenirs, et on aime un aliment parce qu'on aime le souvenir auquel il est attaché. Des symboles aussi, hein, chaque aliment est symbolique. Alors, il y a des symboles qui sont universels, il y a des symboles qui sont culturels. Le pain, par exemple, c'est un symbole culturel. Le vin, c'est un symbole culturel, religieux, mais aussi de territoire. On sait que nous y sommes attachés, même s'il est poétiquement incorrect de dire que le vin fait partie d'une alimentation qui peut être normale, mais je signe et je contresigne. Ça ne veut pas dire qu'on est favorable à comment dire, une absence de message raisonnable sur le vin. Donc voilà, donc chaque aliment a son symbole, et ce symbole, eh bien, il retrouve un petit peu d'importance aujourd'hui. Cet aliment qui vient de cet agriculteur, de ce cultivateur, de ce jardinier que je connais, il me rappelle quelque chose. Pour beaucoup d'autres, manger, c'est un refus. Enfin, pour un certain nombre de personnes, j'allais dire peut-être pour tout le monde, c'est parfois une compensation. Pour certains, c'est plus qu'une compensation, c'est une récompense. Et pour d'autres, enfin, c'est un refuge, c'est-à-dire que c'est ce qui va gommer nos stress, nos soucis, nos angoisses, nos difficultés. Et bien sûr, ça peut conduire à des pathologies, à des troubles, même si les troubles du comportement alimentaire ne peuvent pas être simplifiés par quelques lignes comme ici. Mais il est vrai que pour certains, ça devient quelque chose d'envahissant, et ça peut poser des problèmes. C'est aussi une réparation. D'ailleurs, manger sert sur le plan physiologique à restaurer en permanence les 250 grammes de catabolisme protidique que nous avons et les 250 grammes d'anabolisme qui sont énormes par rapport aux simples 70 grammes que nous mangeons. Mais tous les jours, nous détruisons des protéines et tous les jours, nous devons en refabriquer. Et donc, c'est une réparation permanente, hein, outre le fait que chez l'enfant, c'est une croissance, ça a été dit. Et puis, pour moi, depuis le temps que je m'intéresse à l'alimentation, je suis un peu usé par tous ces discours négatifs. J'ai envie de dire et d'hurler en quelque sorte, manger, c'est d'abord un bien. Ça nous fait du bien, et c'est un bien qui n'est pas si facile à acquérir. On nous rappelait tout à l'heure, il y a encore des millions d'enfants qui meurent de faim. Alors, un petit couplet optimiste, le nombre d'enfants qui sont en situation de malnutrition baisse moins actuellement, mais le pourcentage d'enfants qui sont en malnutrition ne fait que baisser dans notre monde depuis des dizaines d'années, et c'est une bonne chose. Donc, soyons quand même pas toujours à dire que tout va mal, il y a des choses qui vont bien. Le nombre d'enfants baisse pas assez vite, mais le pourcentage baisse, heureusement. Un bien et un bienfait, hein, un bien, un bienfait. Et là, bien sûr, c'est tout le bénéfice santé que je n'ai pas mis en premier, un petit peu comme une provocation, parce que, je dirais, c'est sous-entendu,
mais c'est un but inconscient, c'est un but qui est réel, qui ne doit pas effacer les autres, parce que s'il efface les autres, on arrive à une nutrition, comment dire, qui est un peu déshumanisée, qui pourrait finir par devenir une espèce d'obligation, l'obligation de bien manger parce qu'il y a une obligation d'être en bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous êtes un mauvais mangeur. Et si vous êtes un mauvais mangeur, vous êtes bientôt demain un mauvais citoyen, un citoyen de deuxième zone. Et on va montrer du doigt nos obèses, etc. Alors, il y a des obésités, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, qui ne sont pas que alimentaires. Donc, attention à ce que bien sûr, c'est très important pour la santé, mais qu'on n'en fasse pas une espèce le mot est un peu grossier, terrorisme alimentaire. Attention. Pour beaucoup de nos contemporains, manger est une angoisse, c'est-à-dire qu'on leur a tellement dit que nous étions empoisonnés par notre alimentation. Ça me fait penser à cette histoire où je fais une conférence avec je ne dirais pas qui parce que ce ne serait pas très gentil, des gens d'ONG très militantes qui disaient moi, je ne souhaite plus bon appétit avant de passer à la table, mais je souhaite bonne chance. Donc, effectivement, c'est assez dramatique. Vous avez une angoisse permanente du milliardième de pesticides que vous allez avoir dans votre alimentation. Il y en a, hein, il y a des pesticides, hein, mais comme le disait François tout à l'heure, notre espérance de vie est passée de 24 ans sous Louis XIV à 84 ans chez les femmes aujourd'hui. Ça devient un casse-tête, hein, c'est le problème des orthorexiques, qui n'est pas forcément tout amélioré par Yuka. Hein. Yuka donne une information, mais il apporte aussi un jugement. Je pense à ces fameuses lunettes, les biscuits qui s'appellent lunettes de roman. Ce sont des biscuits excellents que je donne à mes petits-enfants sans arrière-pensée aucune et qui sont cotés 1 sur 100 dans Yuka. C'est épouvantable. Quand vous avez mangé ça, vous vous sentez culpabilisé ou vous avez l'impression que vous allez mourir de mort subite dans la seconde qui suit. Par contre, il est vrai qu'il est bon qu'il y ait une recherche de sens, que nous cherchions à manger responsable. Oui, c'est important, toutes les dimensions environnementales, écologiques, qui nous relient aussi, comme je le disais tout à l'heure, non seulement aux aliments, mais aussi à ceux qui ont produit, et que nous cherchions aussi à les respecter. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un agribashing qui devient assez épouvantable. On a quand même un nombre très impressionnant d'agriculteurs qui se suicident chaque année parce que ils ont l'impression qu'on les accuse en permanence de mal faire alors qu'ils font dans l'ensemble tout ce qu'il faut. Pendant 50 ans, on leur a dit de produire plus, maintenant on leur dit de produire mieux et ils se sentent parfois un peu accusés. Donc, il est bon de rechercher du sens et oui, que ce fait d'être relié à nos aliments ne soit pas vide. Et c'est pour ça que les aliments doivent être respectés à toutes les étapes de leur fabrication. Je terminerai avec ma diapo fétiche, en quelque sorte. Il y en a 2-3 qui se ressemblent, ça va aller très, très vite. Manger est un acte simple pour 3 fonctions intriquées qu'il faut absolument maintenir de façon associée. Nourrir, réjouir, réunir, hein, puisque Trémolière disait qu'un aliment est une denrée comestible qui doit être nourrissante, appétante et coutumière pour pouvoir se restaurer et restaurer le corps, réparer le corps, se rassurer, se rassembler, que ces 3 fonctions passent par la bouche, l'assiette, la table. Et quand on est privé de bouche et qu'on a une sonde qui va jusqu'au l'estomac, on voit bien qu'il y a quelque chose qui manque. L'assiette, c'est très important parce que c'est elle qui va nous donner envie et la table qui va nous permettre de partager, même si on peut manger ensemble debout. Mais en général, moi, quand je mange debout dans un cocktail dînatoire, je parle beaucoup moins parce que je suis moins à l'aise. Et manger fait du bien, alors c'est un peu facile, le sein, le sein, le sein. Bon, vous voyez où vous voulez vous situer. Le sein, bien sûr, pour le bienfait alimentaire. Le sein, parce que ça réjouit l'enfant. Le sein, parce qu'il y a une dimension un peu mystique, voire mythique au partage alimentaire. Je terminerai, c'est la dernière. L'homme est un mangeur intermittent. Il ne mange pas tout le temps. On n'est pas des carnivores, on n'est pas des herbivores, on ne mange pas tout le temps. On mange à un moment donné, à table,
On est des mangeurs omnivores. On doit manger des aliments nourrissants. On est des mangeurs gourmands et il est très bon qu'on soit gourmand, même si on pourrait discuter sur la gourmandise. Et puis, c'est un mangeur social. Hein. Et puis, enfin, c'est un mangeur intelligent. Il transforme ses aliments. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez formidable de voir qu'aujourd'hui, on a la chance de manger du pain et pas uniquement manger des graines de blé ou des grains de blé. Et donc, tout ça, c'est le fruit du travail des hommes sur des millénaires et dont on est tous bénéficiaires. Voilà, merci de votre attention et heureux de partager tout ça avec vous. Vous m'entendez? Oui, je pense. Donc, s'il y a des questions ou des commentaires, n'hésitez pas sur le chat ou dans la salle. Merci de ce très bel exposé qui retrace vraiment la vie de quelqu'un qui s'est intéressé à la nutrition, j'ai l'impression. Merci Frédéric, mais toi aussi tu t'y intéresses depuis longtemps. Est-ce qu'il y a des questions, Frédéric? Alors, je n'en vois pas là tout de suite. Non. Je trouve que les deux derniers topos qui effectivement se rejoignent font assez bien le lien entre… enfin, montrent que manger, finalement, ça s'adresse à l'ensemble de l'être, le corps, l'âme et l'esprit, comme le disait Pierre Feuillet, ce que vous avez rappelé là de la même façon avec les conclusions. Et c'est vrai que finalement, on débouche sur des choses qui sont beaucoup plus loin que ce qu'on on pense ordinairement dans manger, faire les apports nutritionnels, quand on calcule la part entérale le matin, quand on fait la visite. Et on retrouve bien finalement toutes ces dimensions quand on suit les enfants ou les adultes, mais enfin peut-être plus nous les pédiatres, les enfants, les adultes, ils ont peut-être plus d'autonomie et qui sont effectivement d'accompagner. Oui, merci de ce commentaire, Frédéric. Je pense que, bien sûr, on s'éloigne apparemment de notre pratique médicale que j'ai eue pendant 40 ans, mais en fait, on rejoint aussi nos patients parce que quand on leur donne des conseils alimentaires, il faut savoir que pour eux, toutes ces dimensions qui paraissent un peu philosophiques, qui sont en fait anthropologiques, existent et on ne manipule pas l'alimentation des uns et des autres impunément. Et donc, soyons toujours prudents et humbles quand nous avons en face de nous un patient à qui nous allons essayer de donner des conseils ou faire changer ses habitudes. Jean-Michel, là c'est Frédéric à qui tu parlais, c'était Jean-Pierre Hugo, il ne mange pas de fricadelle, lui, moi j'en mange. Oui, excusez-moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai confondu vos voix parce que je ne vous ai pas vu. Il y a Michel. Non, mais c'est une plaisanterie. J'avais une question qui était la collusion, enfin, la fracture ou l'interaction entre une maladie et puis tout ce que tu viens de nous raconter. Donc, nous, on s'occupe dans la filière maladies rares de maladies chroniques qui vont toucher l'alimentation d'une manière ou d'une autre. Il y a une sonde, il y a un tube, il y a des expériences douloureuses, il y a des vomissements. Et tout ça rentre dans tout ce que tu viens de nous montrer, de systèmes complexes, personnels, historiques, social, sociétal, etc. Est-ce que tu pourrais commenter sur le poids ou les interactions qu'on va avoir avec une pathologie chronique et précoce, ce qui nous concerne le plus souvent, mais on a aussi des adultes qui font ça, et puis tout ce système complexe. Comment ça s'aggrave, ça part en vrille, ou au contraire, ça compense? Alors bien sûr, ça va être très individuel, mais est-ce que tu peux faire un petit commentaire là-dessus? Oui, moi-même, je me suis occupé pendant 14 ans d'enfants en alimentation entérale continue, parce que je m'occupais d'enfants handicapés, donc je vois bien à quoi tu fais référence. Je pense que quand on a une maladie, la capacité humaine d'adaptation, et notamment des enfants, est assez extraordinaire. Il est certain que quand on est privé de la bouche ou quand on est privé de certains aliments, il y a un manque, il y a une frustration, il y a une amputation qu'on ne réussira pas à compenser totalement par des artifices ou autres. J'ai l'impression quand même
que, compte tenu de cette adaptation, que quand les interdits sont des interdits qui sont formels parce que sinon la maladie ne pourra pas être traitée ou guérie, c'est relativement plus facile à suivre que moi, en médecine adulte, qui me suis occupé de pathologies de surcharge, d'obésité, de diabète de type 2 ou de dyslipidémie toute ma carrière, où là, c'était le principe de modération, en quelque sorte, qu'il n'y a pas vraiment d'interdit. Il est plus difficile parce que il y a en quelque sorte pas une obligation vitale. Donc, je pense que c'est un petit peu différent. Il est certain que nous devons tout faire pour maintenir la triple finalité de l'acte alimentaire, comme je l'ai indiqué, mais dans certains cas, il y a quand même un déficit qui s'installe. Et je crois qu'on pourra compenser par un surplus de relations dans d'autres dimensions, sensorielles, du toucher, du visuel, du contact, et puis de l'amour transmis, quoi. Merci beaucoup. Je crois que c'est un bon mot pour clore cette discussion.